Quelque chose que moi personnellement j'aime beaucoup, c'est l'utilisation de ce tissu là, parfois un peu même rigolote. Bah là on n'y est plus du tout. Bon alors, on l'achète ou pas ce 3008? Bonjour à tous, bienvenue sur l'Automobile Magazine, bienvenue en cette fin d'été avec le nouveau Peugeot 3008, vous le voyez derrière moi. Bon, on a déjà parlé de cette voiture sur la chaîne, notamment en version électrique. On avait donc décidé de partir d'un postulat un poil différent. On s'est dit simplement, c'est la rentrée. Les gens n'ont pas forcément énormément d'argent, surtout pour changer de voiture, qui est un très gros poste de dépense pour un ménage. Donc, que vaut le Peugeot 3008 d'entrée de gamme? C'est celui qui est derrière moi. Il est en finition allure, il est avec le petit moteur hybride de 136 chevaux et on va aller voir tout de suite ce que ça donne. Let's go! Bon, je ne vais pas vous faire l'affront de redétailler l'entièreté du style du 3008. On l'a déjà vu globalement en long, en large et en travers. D'ailleurs, à ce propos, en long, c'est 4,54 m. En travers, c'est 1,90 m sans les rétroviseurs. Donc attention, dans certaines ruelles étroites, ça peut faire un peu peur, le gabarit quand même. Et puis en travers, écoutez, j'en sais rien et personne n'a jamais mesuré une voiture en travers, donc on va s'en tenir à ça. Bon, sachez tout de même que si la finition allure d'entrée de gamme vous intéresse, il y a 2-3 petits trucs à prendre en compte qui vont changer au niveau du style. Le premier, c'est que déjà, il n'y a pas de phare matriciel, du moins pas en série. Du coup, ça se remarque tout de suite avec un bloc optique et une signature lumineuse qui sont un petit peu moins agressives que sur la version GT ou sur les versions équipées de phares matriciels. Donc c'est pas grand chose, on a quand même toujours les 3 griffes, mais ça se remarque tout de même dans le bloc optique qui fait un petit peu moins fin que l'autre. Autre chose sinon, c'est plutôt sur le profil que ça se passe, c'est plutôt d'ailleurs au niveau des jantes. Approchez-vous un peu si vous voulez. Ces jantes là, elles font 19 pouces, alors c'est monstrueux pour une finition de base entre guillemets, c'est quand même très gros, c'est 19 ou 20 pouces suivant ce qu'on choisit comme finition, mais voilà, c'est les jantes de série du 3008. À noter tout de même qu'ici on a des pneus qui ont quand même un flanc de 55 en hauteur, donc c'est relativement haut pour des jantes aussi grosses, d'habitude c'est des flancs un peu plus fins sur ce genre de diamètre de jantes, mais là pour le coup c'est comme ça. Et donc ça fait quand même des roues assez lourdes et du coup niveau confort parfois il y a quelques petits compromis à faire, mais ça on en parlera plus tard. On va continuer sur le style. Il n'y a pas grand chose, comme je vous disais, vous connaissez déjà le 3008. À noter tout de même cette chute de toit fuyante, c'est ce qui change principalement sur cette nouvelle génération du 3008 par rapport à la génération sortante, par rapport au précédent. On retrouve quelques petits gimmicks de style Peugeot qui ont été introduits notamment sur la 408. Je pense notamment à ce bel aileron, c'est plutôt une belle pièce, bien travaillée et c'est un vrai aileron fonctionnel avec les petites oreilles de chat qui font penser donc à la 408 comme je le disais. Et puis ça se termine avec un popotin bien massif, c'est vraiment très, regardez, moi je fais 1,73 m et si je me mets à côté, le béquet il m'arrive ici au milieu du bras. Bref, c'est énorme, c'est vraiment massif, c'est très haut, c'est très droit, très plat, il y a des angles de partout. On aime ou on n'aime pas, chacun son truc, les goûts et les couleurs ça ne se juge pas, ça ne se discute pas, mais dans tous les cas c'est impossible à rater sur la route et c'est archi massif. Bon, tant qu'on y est, je vais vous parler 2 secondes du coffre qui n'est pas d'ailleurs à ouverture électrique mais il est manuel sur cette finition allure, c'est quand même toujours bon à savoir. Alors nous, ce coffre, on l'a mesuré à 300 décimètres cubes. Alors c'est pas énorme, c'est quand même 90 décimètres cubes de moins que la génération précédente, donc ça commence à faire. Il y a quand même un truc bien sur ce coffre, c'est qu'il est globalement assez plat, enfin pas plat mais assez carré on va dire, il n'y a pas de forme trop tarabiscotée, donc pour ranger des valises dedans ou quoi, c'est assez facile, on fait un Tetris plutôt facilement. Bon là il est en position basse, sachez que vous perdez tout de même, hop là, 20 décimètres cubes si vous décidez de mettre le double fond en position haute. Et voilà, en position haute, il y a toujours un déficit de 60 décimètres cubes par rapport à l'ancienne génération du 3008. Donc malheureusement, c'est un tout petit peu moins accueillant niveau coffre. On va aller voir comment ça se passe à l'intérieur parce que c'est quand même probablement là qu'il y a le plus gros des changements et c'est là surtout que Peugeot a une vraie carte à jouer. S'installer à bord de ce 3008, c'est un peu prendre une claque. Cet habitacle, il fait un peu le même effet waouh qu'a pu le faire la génération précédente en son temps. C'est-à-dire que globalement, on se retrouve dans un univers qui est hyper différenciant et très
on va dire, à la fois ergonomique, à la fois stylé. On se sent dans un objet un peu haut de gamme. Alors, j'irai pas jusqu'à dire qu'on est sur un constructeur de voitures de luxe, hein, c'est pas le cas non plus du tout, mais ça reste un univers qui lui est propre, qui est beau, qui est bien fait et dans lequel on a envie d'aligner les kilomètres. Donc ça, c'est déjà franchement beaucoup de bons points pour Peugeot et pour le 3008. Quelque chose que moi personnellement j'aime beaucoup, c'est l'utilisation de ce tissu là, qui est vraiment super stylé parce que en fait c'est simple, mais le tissu habille un petit peu tous les éléments qu'on retrouverait normalement sinon plutôt en plastique ou alors en faux cuir ou ce genre de choses. Mais là ça donne un côté hyper chaleureux, le fait qu'il soit clair ça contraste pas mal avec le reste de l'habitacle et donc ça permet d'éviter d'être dans un espèce de cocon tout enfermé, parce qu'il faut savoir que le dessin de cette planche de bord, lui, il donne cet effet cocon justement. On a des contreportes qui sont assez courbes et ça se voit ensuite avec cette planche de bord, elle aussi hyper incurvée. C'est très joli, ça fait très techno, très dans l'air du temps, mais il y a aussi un effet un peu renfermé sur soi-même, donc il faut aimer. Moi personnellement, je trouve ça très agréable, mais ce sera peut-être pas du goût de tous. Si on s'attarde 2 minutes sur la technologie embarquée, alors ce modèle-là dispose d'options qui ne sont pas normalement sur la finition Allure. Malheureusement, je ne peux pas vous la montrer, hein. C'est un modèle de presse très optionné et c'est pas moi qui peux choisir, mais voilà. Il y a un très bel écran, un seul écran incurvé de 21 pouces de diagonale. Et ça, franchement, c'est pas mal du tout parce que normalement, sinon, c'est 2 écrans de 10 pouces, ce qui est déjà pas mal, ce qui fait déjà très bien le taf, hein, on va pas se mentir. Mais le fait d'avoir cet écran-là en entier, je sais pas, il y a quelque chose de très quali, très différent. J'essaie juste de l'allumer depuis tout à l'heure, il n'a pas envie. Mais bon, en tout cas, il y a tout ce qu'il faut technologiquement, il y a la clim auto bizone, il y a une sono à 6 haut-parleurs qui fonctionne déjà pas mal du tout. Il faut néanmoins en passer par les options sur la finition Allure si on veut ce petit panneau de raccourci high toggle. Alors je suis obligé d'allumer le moteur pour vous le montrer parce que sinon ça va pas marcher. Désolé pour le bruit du moteur, mais c'est comme ça. Bon, en tout cas, voilà, ces petits raccourcis là qui sont très pratiques, qui sont surtout personnalisables, donc ça c'est assez cool parce que ça permet notamment de se faire une voiture un peu à la carte et d'éviter d'aller chercher dans tous les menus ce qu'on veut. On peut avoir toutes les options, enfin toutes les fonctions de la voiture qu'on veut directement à portée de main, c'est pas mal du tout. Pour le reste, pour terminer un peu sur l'avant de cet habitacle, ce qui m'a assez bluffé moi, c'est l'entièreté de tous les rangements disponibles. Alors je rééteins le moteur comme ça au moins ce sera moins chiant au niveau bruit. Alors premièrement, sachez qu'il y a un chargeur à induction ici qui est assez grand pour contenir globalement même un iPhone 15 Pro Max, ça passera, il n'y a pas de problème. Il y a un très grand bac de porte ici. Il y a un bac de rangement ici qui est pareil, franchement conséquent. On peut y trouver notamment 2 petites prises USB-C, donc ça c'est toujours bien niveau connectivité. Les portes gobelets, une grande boîte à gants et surtout un énorme bac en plein milieu. Quand je vous dis énorme, on peut y mettre une bouteille d'1 litre, hein, donc c'est pas des bêtises, c'est vraiment très grand. Et il est également réfrigéré, donc si vous voulez mettre des trucs en été, ça peut être pas mal. Ça tiendra peut-être pas à la chaleur, enfin le froid pour une glace, mais en tout cas pour avoir de l'eau fraîche en permanence, et ben c'est quand même pas mal du tout. On va voir à l'arrière ce que ça donne. Bon, ces places d'arrière, écoutez, franchement, de prime abord, on s'y sent vraiment très bien, notamment sur cette sellerie optionnelle. Je vous l'ai dit, hein, les voitures de presse sont très optionnées. Nous, on ne peut pas faire grand-chose pour ça. Hein, on se contente d'essayer ce qu'on peut essayer. Bref, en tout cas, on y est bien. Là où je disais que ça aurait pu être mieux, c'est que la voiture grandit, hein, quand même 4,54 m comme je vous le disais. Mais il n'y a pas forcément beaucoup plus de place que dans le 3008 de la génération précédente. Ceci dit, c'est pas non plus dramatique dans le sens où on est quand même déjà assez bien reçu. Le siège devant, il est réglé pour moi. Il est réglé au plus bas. Je peux quand même totalement mettre mes pieds en dessous, donc ça c'est vachement bien pour les grands gabarits. Moi je mesure qu'1,73 m, je ne suis pas très grand, mais voilà, vous voyez qu'on a encore vraiment beaucoup d'espace pour les genoux. Il y a pas mal d'espace au toit parce que la chute de toit commence globalement un peu plus loin, donc ça c'est bien aussi pour ceux qui sont plus grands, autant de jambes que de buste. Je pense qu'ils seront globalement assez à l'aise. On note quand même, bon, c'est un poil moins bien fini qu'à l'avant. Là, il y a ce gros bloc de plastique qui est pas très joli. Il y en a 2-3 sur les contreportes qui sont pas terribles non plus. On a quand même droit à des petites buses d'aération. Alors, c'est pas, on a simplement un peu de soufflette derrière, mais on a en revanche pas on peut pas sélectionner la température. Ça reste une clim auto bizone, ce qui est déjà pas mal. On a 2 petits ports USB-C en dessous et une prise 12 volts. Donc, niveau connectivité, c'est pas mal non plus. Et la bonne petite surprise que j'ai essayé tout à l'heure, c'est la place du milieu. Alors, forcément, si on y est, bah, en largeur, on sera un petit peu
faut mieux bien s'entendre avec ses voisins, quoi, sinon le trajet risque d'être un peu long. Mais en l'occurrence, l'assise est franchement quasiment aussi moelleuse que les sièges sur les côtés, donc ça c'était un peu inespéré. Le dossier reste assez dur, donc voilà, hein, c'est moins confortable. Mais on n'est pas trop mal calé pour une place du milieu dans une voiture comme ça, et je trouve ça plutôt appréciable pour être noté. Autre chose qui est sympa avec cette banquette, c'est qu'elle est fractionnable en 40, 20, 40. C'est-à-dire qu'il y a 3 parties vraiment distinctes à l'arrière. D'ailleurs, vous allez le voir tout de suite. Et ce qui est cool avec ça, c'est qu'en fait, ça permet surtout de charger des objets un peu encombrants et de garder une, 2 ou 3 places à l'arrière et de ne pas devoir choisir. Donc ça, c'est plutôt agréable, on va dire, pour ça. Bon, ceci dit, le 3008, là, on l'attendait vraiment parce que là où la génération précédente était hyper forte, c'est sur la route et c'est niveau comportement routier. Donc on va tester ça tout de suite. Et ça y est, nous voici partis au volant de ce 3008 hybride 136 chevaux. Un petit moteur, mine de rien, qui permet à Peugeot d'offrir une voiture, un 3008 avec un prix d'appel de 38 490 €. Alors, on peut en dire plusieurs choses. On peut en dire déjà tout d'abord que 136 chevaux, face à l'univers concurrentiel, finalement, c'est pas énorme. C'est pas énorme parce qu'en face de cette voiture, qui est un espèce de micro-hybride plus, on est vraiment un peu le cul entre deux chaises, entre un micro-hybride 48 volts classique et un full hybride comme peut le faire par exemple Toyota ou alors Hyundai, etc. On parle que de voitures, que ce soit du RAV4, du Tucson ou même d'un Renault Austral e-tech. On parle de voitures qui en fait sont déjà aux alentours de 200 chevaux, voire dépassent 200 chevaux. Du coup, 136 chevaux pour ce Peugeot 3008, il y a un petit peu un goût de trop peu, on va pas se mentir. En termes de chiffres bruts, c'est pas ridicule, pas du tout. On a des reprises à 80-120 km/h en moins de 8 secondes, donc ça le fait. On a un 0 à 100 km/h en un petit peu plus de 10 secondes, même si personne s'amuserait à faire des 0 à 100 avec une voiture à vocation familiale comme ça. Ça n'a rien d'indécent, ça n'a rien d'indigent et voilà, on peut dépasser. C'est pas une voiture qui est dangereuse à conduire parce qu'elle est à ce point sous-motorisée. Mais par contre, en termes d'agrément, malheureusement, il en manque un peu quoi. Il en manque un peu. Quand on accélère, et on attend un peu que ça se passe quoi. Alors, avec le temps, ça va, il n'y a pas de souci, on peut s'insérer sur l'autoroute. Si on anticipe un petit peu, on peut doubler aussi. C'est pas dangereux à ce point-là. Mais voilà, c'est simplement que sur une voiture de ce gabarit, on en attend un petit peu plus. Et c'est notamment le cas parce que cette voiture est lourde. Et quand je dis lourde, c'est pas à prendre à la légère, puisque elle fait 1585 kg. C'est le poids qu'on a mesuré nous sur notre base d'essai. Et c'est le poids qui est avec tous les pleins, mais sans bagages et sans conducteur. Donc un petit peu en dessous d'une tonne 6 pour une voiture qui fait 136 chevaux. Vous admettrez que c'est pas énorme quoi. Et du coup, comme le souci il n'est pas tant, je vous disais, sur les performances pures que sur l'agrément, sur l'impression qu'on a au volant de cette voiture, et c'est un peu corroboré par le système hybride. Alors, cette motorisation hybride, elle associe le fameux 3 cylindres 1,2 litre PureTech qui a été tant décrié chez Stellantis. Il est heureusement amélioré, il est modernisé, il est fiabilisé, notamment il n'y a plus de courroie, c'est maintenant une distribution par chaîne, entre autres choses. Malgré tout, il faudra quand même attendre quelques années pour savoir si c'est réellement fiable ou pas. On ne peut pas le savoir là comme ça sur des voitures neuves quand on les essaye nous. Voilà, Peugeot nous a promis d'avoir bossé dessus, donc on verra ce que ça donne. Ce 1,2 litre, il est du coup secondé par un petit alterno, un gros alterno démarreur qui apporte un peu de boost, qui aide un peu sur quelques phases de roulage parfois en étant en full électrique. Mais ces phases de roulage, en fait, elles sont assez faibles. C'est globalement en manœuvre. En marche arrière, on est tout le temps en électrique. Sur les manœuvres vraiment à basse vitesse, tant qu'il reste un peu de jus dans la petite batterie de 0,4 kWh, c'est la capacité utile. On est aussi en électrique. Parfois sur quelques phases de roue libre, donc c'est-à-dire quand la voiture essaye juste de maintenir plus ou moins une vitesse et que c'est plat. Là par exemple, regardez, je suis à peine à 50 km/h et la voiture n'est pas en full électrique parce qu'il y a un peu de montée. Donc quand je vous disais qu'on ne peut pas vraiment rouler en électrique, c'est vrai quoi. C'est pas du tout comme de l'hybridation Toyota ou autre. Là on est vraiment sur quelque chose, on est sur une petite aide, un petit boost électrique, mais on n'est pas vraiment sur une full hybride. Voilà, bon malgré tout ça fait quand même le taf côté consommation parce qu'on est globalement, pas globalement mais en moyenne on a mesuré 6,3 litres au 100 km sur notre base de mesure. C'est pas mal du tout, sachant que sur nos mesures, notre consommation moyenne est faite avec 20% d'autoroute, 40%
40% de ville et 40% de route. Voilà. Et c'est sans réelle surprise sur autoroute que cette voiture est la moins efficiente, hein. On est à 7 litres et demi de moyenne sur les trajets autoroutiers. Donc c'est pas génial, mais bon, c'est pas non plus catastrophique, loin de là. Là où moi j'attendais aussi cette voiture, c'est côté comportement. Pourquoi? Simplement parce que Peugeot, ça fait quand même des décennies que c'était un constructeur généraliste qui était reconnu pour la qualité de ses châssis et notamment pour le fait d'arriver à concilier des voitures familiales et des voitures plutôt confortables, mais des voitures super sympas à conduire, des voitures vivantes, agréables, parfois un peu même rigolotes. Là on n'y est plus du tout. Clairement ça fait quelques années, on va dire, depuis la nouvelle 208 et ça s'est vérifié sur quasiment tous les autres modèles qui sont sortis chez Peugeot depuis. En fait, on a vraiment des voitures qui sont beaucoup plus axées confort, qui sont beaucoup plus souples, qui sont moins incisives à conduire qu'avant, et c'est le cas. Il n'y a rien à voir en termes de capacité dynamique entre l'ancien 3008 et celui-ci. Alors non seulement le moteur n'est déjà pas un foudre de guerre, mais en plus côté châssis, c'est plan-plan, c'est assez mou, il y a beaucoup de mouvements de caisse, il y a pas mal de roulis dans les virages, ça plonge pas mal au freinage. Bref, on n'est plus du tout sur une voiture qui était à vocation un petit peu dynamique et un petit peu rigolote et qui faisait un peu le sel du 3008 avant. Maintenant, on est vraiment sur une voiture 100% familiale. Alors, si on perd tout le dynamisme au profit d'un vrai confort, à la limite, pourquoi pas? Mais il faut quand même tempérer. Elle est confortable au quotidien, il n'y a pas de souci, on peut faire de la route avec, on arrivera, on ne sera pas crevé, les sièges sont vraiment pas mal, on est bien maintenus, ils sont moelleux, c'est agréable, donc là-dessus il n'y a pas de souci. Mais par contre niveau confort en ville et notamment à basse vitesse sur les petites aspérités, c'est pas parfait. Là par exemple je passe sur des bandes rugueuses, et croyez-moi, les bandes rugueuses on les sent bien dans le siège, on les sent bien dans les fesses, on les sent bien dans le bas du dos, et c'est parce que les roues sont très grosses et très lourdes, et en fait il y a pas mal de percussions, il y a pas mal de petites trépidations comme ça qui font que malheureusement le bilan confort il n'est pas parfait. C'est loin d'être nullissime, attention, hein, je vous disais la voiture est globalement agréable au quotidien, mais on ne peut pas enlever quelques percussions, quelques petites remontées un peu sèches dans l'habitacle, et c'est dommage. C'est dommage parce que Peugeot aurait pu vraiment aller au bout du truc en disant on fait plus de voitures dynamiques, par contre on fait vraiment des voitures qui sont super confort, etc. Et ça aurait pu suffire. Bon, c'est pas le cas, c'est pas parfait, mais il n'y a rien de dramatique non plus. Franchement, ce 3008 finalement, il s'adresse un peu à monsieur tout le monde. Il s'adresse plus aux gens qui voulaient une voiture à vocation familiale et qui était sympa à conduire. Il s'adresse simplement à n'importe qui aime bien son intérieur, qui aime bien son look extérieur, etc. et qui veut une voiture un peu sans histoire, quoi. Je trouve qu'elle sort plus du lot comme l'ancien sortait du lot. C'est un petit peu dommage. Après, je pense que si Peugeot a fait un vrai shift de et que tous les modèles de la gamme maintenant sont plus orientés confort qu'autre chose, finalement c'est peut-être parce que les clients le demandaient aussi. Donc je pense que pas mal de clients et qui veulent renouveler leur 3008 et qui voulaient un peu plus de confort, ou du moins qui voulaient une voiture qui soit peut-être un peu moins espiègle, ils seront assez contents avec ce nouveau 3008 là. Et ceux qui aimaient bien le côté un peu marrant et un peu plus incisif des Peugeot, je peux dire d'époque maintenant, vu que c'est une époque révolue, et ils en seront pour leurs frais. Et voilà. Mais bon, malgré tout, ça reste assez homogène, mais je pense que les autres motorisations seront un peu plus intéressantes. Et au niveau des autres motorisations, on aura un hybride rechargeable, 195 chevaux, qui démarre, si je ne m'abuse, à 42 000 et quelques. Je vous afficherai le vrai prix en dessous, parce que là, je ne l'ai pas en tête. Et il y a aussi, bien sûr, l'électrique, 210 chevaux, qui démarre pour sa part à environ 44 000 €. Pareil, le prix s'affiche maintenant. Voilà, donc dites-nous un peu ce que vous préférez, vous. Est-ce que finalement ce modèle d'entrée gamme vous suffirait? Est-ce que vous en attendiez plus? Est-ce que le look très belliqueux de l'extérieur vous donnait envie d'avoir une voiture très expressive à conduire, alors que celle-ci c'est un peu tout l'inverse et c'est au contraire très plan-plan et tranquille? Voilà, dites-nous tout en commentaire. Bon alors, on l'achète ou pas ce 3008? Eh bien écoutez, pour 38 490 €, il y a des prestations routières qui sont correctes, même si c'est pas la panacée et qu'on en attendait un petit peu mieux, on va pas se mentir. Ça reste quand même pas mal. C'est un petit peu sous-motorisé, mais c'est pas non plus catastrophique. On l'achètera surtout parce que soit on adore le style, soit on a vraiment envie d'un intérieur qui est qualitatif, qui fait envie et qui sort un peu du lot par rapport à la concurrence. C'est très singulier, il y a un vrai univers.
Je trouve ça plutôt agréable pour ça. On aimera ou on n'aimera pas, ça après c'est chacun son truc. Mais bon, en tout cas, ça fait plaisir de voir que Peugeot a quand même décidé de proposer, même sur une entrée de gamme, déjà beaucoup d'équipements, déjà une qualité de finition qui est très correcte et qui fait envie, en tout cas qui est à hauteur du tarif, on va dire. C'était quand même un peu un passage obligé avec un prix d'appel un peu en dessous de 40 000 € tout de même. Mais bon, n'oubliez pas, hein, il y a quand même d'autres motorisations. Il y a aussi l'hybride rechargeable, il y a aussi l'électrique, si jamais ça vous parle plus encore que cette version thermique hybride d'entrée de gamme. Et puis voilà, il n'y a plus qu'à faire votre choix. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, partager, commenter et puis on se voit bientôt pour une nouvelle vidéo sur l'Automobile Magazine. Allez, salut!